Il est 13 h. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La ministre en charge du commerce, son collègue de la fonction publique et le vice-président de la Cour constitutionnelle ont sacrifié à la tradition. Ils sont passés devant les députés pour défendre leur projet de budget 2020. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Pour l'occasion, la ministre des Affaires sociales sensibilise et revient sur quelques dispositions du Code de l'enfant au Bénin. Et puis, retenir son urine peut être nuisible à la santé, de même qu'uriner ailleurs que dans les toilettes. Il en découle des pathologies. Angela Kwedia nous en parle dans ce 13 h. À l'instar de tous les pays, le Bénin célèbre aujourd'hui la journée internationale des droits des enfants. Plusieurs activités sont prévues par le ministère des Affaires sociales pour vulgariser et sensibiliser aux droits des enfants. Invitée de l'émission 5 sur 7 matin de ce mercredi, Véronique Toinfodi-Mewanou a évoqué quelques dispositions du Code de l'enfant en vigueur au Bénin. Suivons ici un extrait de la ministre. Le Code de l'enfant, là, j'ai une version illustrée et c'est un ensemble de lois, de dispositions réglementaires, juridiques qui défend l'enfant, mais qui quitte déjà depuis les définitions, depuis le statut, l'état civil de l'enfant, d'abord les dispositions générales, la protection, le développement, la protection sociale, la protection judiciaire, la protection pénale. Dans la protection pénale, vous avez tout ce qui va être contre les lois les articles qui vont punir les mutilations, la traite des enfants, tout ce qui touche à l'intégrité physique, morale de l'enfant. Et dans le Code de l'enfant, on aborde notamment les grossesses. Pourquoi, selon vous, il ne faut pas tomber enceinte lorsqu'on est enfant, adolescente ou encore scolarisé? Il ne faut pas tomber enceinte parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Beaucoup de filles qui sont enceintes précocement, qui sont scolarisées, par exemple, vont être obligées, ou en tout cas la plupart, vont interrompre leur cursus scolaire. Lorsqu'elles sont peu ou pas instruites, ça fait moins de compétences, donc ça fait moins de possibilités d'emploi, et donc ça va maintenir le cercle de pauvreté. Donc, quelque part, il y a un impact social et économique. Et puis, sur le plan psychologique, souvent, c'est très mal vécu. Il y a une perte d'estime de soi, il y a beaucoup d'éléments négatifs parce qu'elles peuvent être marginalisées, pointées du doigt. Donc, elles le vivent psychologiquement très mal. Elles sont elles-mêmes des enfants encore. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire d'une grossesse? Ça, c'est le point de vue psychosocial. Après, sur le plan médical, il faut savoir que le corps d'un enfant n'est pas encore prêt, je ne veux pas dire mûr, prêt pour porter, pour accoucher. C'est difficile, il y a des complications qui peuvent survenir. D'abord, beaucoup d'entre elles vont essayer de tenter des avortements clandestins. Et ça va être aussi cause d'un éventail de complications qui peuvent aller jusqu'au décès ou alors quand elles seront adultes, elles ne pourront pas concevoir parce que voilà, il y a des séquelles irréversibles. Mais non, celles qui poursuivent la grossesse, pendant la grossesse, il y a des risques. Et puis pendant l'accouchement, tous les risques liés aux déchirures, aux saignements, ça peut aller jusqu'aux fistules obstétricales. Je pense qu'on parle souvent de la fistule obstétricale, qui est une communication entre le rectum et la vessie et ou le vagin, et où il y aura un écoulement de sel ou d'urine par le vagin. Et c'est des drames, en fait, sociaux. Donc, ça peut aller très loin. Donc, ce n'est pas la période indiquée pour tomber enceinte. Les conséquences, ça, c'est psychosocial et obstétrical. Mais je pense qu'elles ne sont pas prêtes, tout simplement. Ce n'est pas l'âge. Et c'est l'âge où il faut former son avenir, il faut former son destin. Donc, les choix de demain se déterminent à cet âge-là. Et s'il y a une grossesse qui survient prématurément, cela peut interrompre le cursus normal ou brillant d'un destin. Tous les enfants sont nos enfants. Les enfants, c'est un âge vulnérable, c'est un âge d'innocence. Donc, protégeons-les. Que le voisin, c'est-à-dire ait un œil bienveillant vers les enfants des autres. Que les enfants qui sont dans les marchés, on puisse sensibiliser pour dire « Ah, mais à cet âge-là, il doit être à l'école ». Je pense que nous nous acheminons vers un moment où tout le monde doit s'investir pour protéger les enfants. C'est l'avenir, c'est le socle. Je voudrais dire à tout le peuple béninois que le gouvernement, le chef de l'État est vraiment préoccupé. Nous sommes tous préoccupés par la protection de l'enfant et tout est mis en œuvre dans ce sens. L'application des lois doit être accentuée et nous allons nous battre pour cela. Et aux enfants, je voudrais souhaiter
une bonne journée de leurs droits et les rassurer que nous allons mettre tout en œuvre pour faire appliquer les lois qui les protègent et défendre ce qui leur est dû pour un épanouissement et une croissance normale. La ministre en charge du commerce, son collègue de la fonction publique et le vice-président de la Cour constitutionnelle sont passés devant la commission budgétaire du Parlement. Ils ont présenté et défendu les projets du budget de gestion 2020 des institutions qu'ils dirigent ou qu'ils représentent. Guillaume Avienou pour le point. Devant la commission budgétaire du Parlement ce lundi, la ministre en charge de l'industrie et du commerce, Shadia Alimantou Assouma, a annoncé un projet de budget de 3 milliards et 381 millions environ au titre de 2020 pour le département ministériel qu'elle dirige. Un budget qui va se consacrer à 3 programmes qualifiés de majeurs dans les sous-secteurs du commerce, de l'industrie et du soutien aux services. Nos axes de développement, en cas d'utilisation optimale de ce budget, nous allons avoir cette année le e-commerce, qui est un projet phare du programme d'action gouvernementale. Nous allons réécrire, réélaborer notre programme, notre politique industrielle, l'adapter à la réalité aujourd'hui des relations commerciales et du monde commercial et industriel dans lequel nous vivons. En 2020, le ministère du Commerce voudrait aussi accorder une place de choix à la transformation des produits locaux, en l'occurrence le coton, pour soutenir l'économie nationale. Le renforcement de la sécurité du consommateur à travers l'élaboration pour une possible adoption au Parlement d'un code du consommateur figure dans l'agenda 2020 de ce ministère. À la Cour constitutionnelle, le projet de budget 2020 de l'institution va être légèrement en hausse comparé à celui de 2020. La Cour constitutionnelle demande donc 1 561 469 000 francs CFA et pour cause. Cet accroissement est dû essentiellement à la prise en compte des mesures à l'endroit de quelques membres du personnel pour améliorer les conditions de travail. Le budget de la Cour, une bonne partie, donc, c'est essentiellement les dépenses du personnel, les dépenses de matériel. Nous n'avons pas de travaux en vue. Les travaux en vue, c'est la réflexion de la Cour constitutionnelle et qui sont pris en charge entièrement par le budget national, notamment par le ministère des Finances, par le ministère de l'Économie et des Finances. Au ministère de la fonction publique, par contre, sans revoir à la baisse les ambitions de l'institution pour 2020, le projet de budget du ministère de la fonction publique pour l'an prochain est de 7 milliards 69 millions, en diminution de 2,06% comparé à celui de 2019. Les priorités, la poursuite et le renforcement de la dématérialisation des ressources humaines de l'État. Le ministère du Travail et de la fonction publique, qui a travaillé essentiellement jusqu'en 2016 de façon manuelle, a engagé plusieurs réformes de modernisation de l'administration, de modernisation donc de la gestion des ressources humaines de l'État par la dématérialisation des processus de gestion des ressources humaines de l'État. 2020, au ministère de la fonction publique, devrait aussi voir se renforcer la réforme des pensions, la création d'une école pour former les agents de la fonction publique et la réhabilitation des archives, pour ne citer que ces projets. Le projet d'appui à la mobilité du bétail en Afrique de l'Ouest suit son cours à la grande satisfaction des acteurs du monde agropastoral. La composante 3 de ce projet focalise cette semaine toutes les attentions à Grand Popo. C'est à la faveur d'un atelier annuel de programmation qui a réuni autour de ses partenaires les divers acteurs impliqués dans la filière bétail-viande. Le compte rendu est signé Françoise Nissou et Renaud Akapo. La transhumance transfrontalière est trop souvent réduite à une activité génératrice de conflits. Mais derrière cette réalité peu flatteuse se cachent d'autres enjeux. La mobilité pastorale en Afrique de l'Ouest traîne un apport économique évalué à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA chaque année. La dimension économique et sociale de la transhumance est donc importante à préserver
Et c'est ce défi que l'Union européenne essaie de relever en décidant de financer le projet d'appui à la mobilité du bétail au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Le consortium Acting for Life est le bras opérationnel de l'UE dans la mise en œuvre de la composante 3 de cet ambitieux projet, prévu pour s'étaler sur une durée de 50 mois. L'objectif global est de sécuriser la mobilité des troupeaux et d'assurer l'accès aux ressources pastorales et au marché. L'objectif principal de ces projets est de renforcer la contribution du pastoralisme et de la transhumance par la réalisation et l'aménagement des infrastructures pastorales, notamment des infrastructures marchandes, des points d'eau, des couloirs de transhumance, des aires de stationnement, des quais d'embarquement, des magasins pour aliments bétail, bref, tout ce qui est type d'aménagement qui puisse donc aider à sécuriser la mobilité et à faciliter l'accès au marché. Donc cette réunion qui nous encadre aujourd'hui à travers ces différents partenaires nous permettra donc de voir un peu l'état d'avancement de différentes activités sur le terrain en termes de bilan, voir également les difficultés qui ont été encourues au courant de l'année et quelles sont les réalisations concrètes et les défis par rapport aux enjeux du terrain. C'est la zone balnéaire de Grand Popo qui a été choisie par les différents acteurs impliqués dans ce projet pour passer en revue le paysage de cette filière dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ici, éleveurs, transporteurs, négociants en bétail et les partenaires de l'UE, de l'Agence française de développement et du consortium Acting for Life vont élaborer des stratégies en vue d'améliorer les conditions de vie des populations agro-pastorales grâce notamment à l'amélioration des équipements marchands et à l'accès aux postes vétérinaires transfrontaliers. Nous pensons, nous, sortir de cet atelier, nous allons exercer notre métier avec tranquillité et on sera vraiment reconnu au niveau du pays comme des acteurs qui aussi aident l'État à avoir quelque chose. Et en tant que structure associée à la mise en œuvre de ce programme-là, on est venu ici pour échanger nos expériences et apprendre de ce que les autres font pour améliorer aussi ce que nous sommes en train de faire dans les collines. Je suis venu pour tenter de mieux comprendre, écouter les organisations paysannes qui viennent parler d'agropastoralisme et notamment des flux entre les pays, d'échanges et connaître les problématiques qui ont été identifiées et les solutions qui sont proposées. La composante 3 du projet d'appui à la mobilité du bétail, plus connue sous la dénomination PREDIP, vise en définitive à créer les conditions d'une exploitation durable et non conflictuelle des ressources pastorales dans les zones transfrontalières partagées par les pays sahéliens que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger et les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Elle a aussi pour finalité de renforcer les capacités des acteurs clés de la filière bétail-viande dans sa forme agro-pastorale et mobile. Quand vous prenez la composante 3, qui est le projet PAMO-Barma, c'est une composante dédiée aux infrastructures. Quand je dis infrastructure, c'est les aires de pâturage, c'est les couloirs de passage, c'est les marchés à bétail, et puis c'est les aires de repos, les packs de vaccination. Donc cette composante-là qui va mettre les infrastructures en place crée des conditions pour une meilleure santé animale. Une mobilité transfrontalière régulée et apaisée, c'est le challenge de l'atelier de Grand Popo dont les participants proviennent de divers horizons. Les échanges et les fructueuses réflexions qui en seront issues serviront à consolider la filière bétail-viande à travers un ancrage intercollectivité. Et puis, comment instaurer au Bénin une justice non corrompue et efficace? Pour répondre à cette préoccupation, il se tient à Lokossa un atelier de renforcement de capacité. Les inspecteurs, mais aussi des chefs de juridiction et de parquet y sont conviés. L'inspection générale des services judiciaires, bras opérationnel du projet d'appui à la justice, se veut désormais plus efficace dans le contrôle des juridictions et établissements pénitentiaires. Firmin Bassao et Judicaël Aïdan. Outil de contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires au Bénin, l'inspection générale des services judiciaires a longtemps montré ses limites. Mais avec l'avènement du régime du président Talon et surtout les réformes instaurées dans le secteur de la justice, le Bénin veut désormais compter parmi les nations
où la justice est dotée d'une inspection forte et efficace. C'est dans ce cadre que le projet d'appui à la justice, à travers le 10e Fonds européen de développement, a proposé des actions pour soutenir l'effort de l'État et du ministère en charge de la justice dans la mise en œuvre d'une inspection performante, forte et efficace. Cet atelier de 3 jours permettra aux inspecteurs, vérificateurs personnels des inspections, chefs de juridiction et de parquet de renforcer leurs capacités dans le domaine de l'inspection, d'audit, de contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires. Ils sont là, c'est pour déjà comprendre l'enjeu pour le gouvernement d'instaurer une justice forte, impartiale et débarrassée de tout comportement peu orthodoxe. Si le chef de l'État n'avait pas eu cette vision d'appuyer l'inspection, je pense que ce serait un désert de compétences ou un désert aujourd'hui d'outils et d'instruments. Mais en moins de 2 ans, je répète et j'insiste, en moins de 2 ans, ce que nous avons fait ensemble pour hisser l'inspection générale des services judiciaires du Bénin au niveau auquel elle se trouve aujourd'hui mérite qu'on leur adresse des félicitations, surtout un banc. La justice fait actuellement l'objet d'une priorité accrue pour le gouvernement, dont l'engagement dans le secteur est confirmé par le programme d'action du gouvernement. C'est l'occasion ici de saluer la création de la Cour des comptes, devenue une institution constitutionnelle. En effet, l'avènement de cette haute juridiction recommandée par les instances instruments de l'UEMOA est tant attendu par les instances nationales, les organisations de la société civile et les partenaires techniques financiers, constitue une avancée majeure dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption au Bénin. Les assises seront assorties d'un manuel d'inspection à mettre à la disposition des acteurs de la justice béninoise. Et puis, page santé de ce journal, vous faites souvent patienter votre vessie alors même qu'elle est pleine. Cette habitude peut s'avérer nuisible au bien-être de même qu'uriner ailleurs que dans les toilettes expose la communauté à de nombreuses pathologies. Dans le cadre de la journée des toilettes célébrée hier, Angela Pédia s'est intéressée au péril hydro-urinaire. Suivez son reportage. Faites l'expérience de ne pas uriner. Au bout de quelques temps, vous en tomberez malade. C'est dire que l'urine, bien qu'étant un liquide biologique, doit être éliminé. C'est un produit de vidange de l'organisme. Les urines sont issues de la filtration du sang par les reins. Donc l'appareil urinaire constitue des reins qui vont filtrer le sang et produire les urines. Les urines vont être drainées des reins vers la vessie par les urétères. Et lorsque la vessie est pleine, celui qui est le propriétaire du rein va sentir le besoin d'uriner. Et quand il va s'approcher de l'endroit où il pourra uriner, il va libérer les urines et il va pouvoir vider sa vessie. De nombreuses personnes vont malheureusement retenir leurs urines. Ces personnes mettent généralement à l'index l'absence de toilettes ou alors des raisons de pudeur sont évoquées pour justifier le fait. Ce comportement n'est cependant pas sans conséquences sur la santé humaine. Calculs rénaux, rétention urinaire, reflux vésico-urétéral, la liste est longue. Les urines qui stagnent s'infectent, puisque c'est des déchets qu'on doit éliminer. Donc ce ne sont pas des liquides qui sont censés être retenus dans le corps, mais des liquides qui sont censés être éliminés au fur et à mesure que cela est collecté. Lorsque donc vous prenez le risque de les retenir, vous vous exposez à une infection urinaire. Les infections urinaires vont se manifester par des douleurs pelviennes, des cystalgies comme on le dit, des douleurs pendant la miction, on parle de douleurs de brûlure mictionnelle. Parfois, ça peut évoluer jusqu'à donner une dysurie, une difficulté à émettre les urines. D'autres individus choisissent par contre d'uriner dans les caniveaux et autres lieux publics. Ces personnes tombent non seulement sous le coup de la loi, mais elles polluent aussi l'environnement et exposent la communauté à différentes maladies. Quinte de tout, rhinite et j'en passe. Un pays hydro-urinaire, pour parler en ces termes, il y a des pathologies, des maladies comme la bilharziose qui, lorsque vous êtes infecté et que vous allez uriner dans un étang d'eau et que des gens viennent jouer dans cette eau, vous transmettez
pas directement bien sûr, vous laissez les parasites dans l'eau et ceux qui vont venir s'y baigner vont récupérer volontairement ces germes, ces parasites et tomber malades. De la même façon, vous avez, lorsque vous êtes malade, il y a des germes qui sont vraiment coriaces, qui résistent à tout traitement. Lorsque vous urinez n'importe où et que vous allez souiller les nappes d'eau qui peuvent être... Vous avez, à Cotonou, on a des puits qui ne sont pas très profonds. Si vous urinez à un endroit où l'urine s'infiltre et va dans ces nappes d'eau, ceux qui vont boire cette eau-là peuvent être infectés par les microbes contenus dans les urines que vous avez émises non loin de ces puits. Donc il y a quand même un danger à uriner en désordre de n'importe où. Uriner à l'air libre constitue ainsi un péril pour la société. Retenir les urines rend malade l'individu. Envisager des toilettes dans les lieux publics préserverait donc la santé de tous. La Gani, on en parle encore. Les peuples Nayango de la cité des Banigansais sacrifient à la tradition un événement culturel et culturel avec son côté festif. Alexis Assogba et Aziz Alagui pour plus de précision. C'est le rituel de sortie et du bain des ricades qui ouvre le grand jour de fête. Les ricades sont des cannes et figurines, des attributs et symboles de hauts dignitaires de la cité. Pour ce jour, l'après-midi est consacré surtout au parcours rituel, une épreuve d'hommage et de gratitude. Premier arrêt de Sa Majesté, le site de la première mosquée. Ici, nous sommes au lieu dit Gingiri Tokoru. C'est l'emplacement de la première mosquée centrale de Banikwara. Alors ici, National sera reçu par Balimam. Au quatrième arrêt, Somatere. C'était ici que résidaient les joueurs du tambourin sacré qui servaient à informer la population de ce que la fête va arriver. Donc c'est ici, durant tout son parcours, c'est à ce seul endroit que Nansouno prononce en personne des incantations, il fait des prières pour son peuple. Aga Koru, Orugere, le chargé du culte, attend Sa Majesté et son cortège. Gakuru, c'est le plus grand lieu de culte urbain de Nayango. Oui, parce que à son arrivée dans la région, Banigansé, qui était un chasseur de gros gibier, lorsqu'il est arrivé dans la région, c'est ici qu'il a abattu son premier éléphant. La station des officiels est le site de la première pierre du royaume boucle le périple du roi. Je demande aux fils et aux filles de Banikwara l'union. Sans l'union, nous ne pourrons pas construire notre patrie. Nous invitons le ministère de la Culture pour allouer aux différentes communes de FADEC culture qui seront désormais orientées dans la célébration des fêtes culturelles au Bénin. Je suis fier, et quelle que soit ma position et quel que soit mon état, de me retrouver parmi mes frères et sœurs Batombo. J'ai profité pour lancer un appel, un appel de paix, un appel de tolérance, un appel d'union de toutes les filles et de tous les fils de Banikwara autour des enjeux de développement de notre commune. C'est le moment ici de remercier tous les invités. Nous avons valorisé la culture Batono et nous avions constaté que cette culture est vraiment diversifiée. Elle est belle. Ce sont des réjouissances populaires qui prolongent la fête jusqu'au lendemain, le jour de la Kaïssi, un jour dédié aux allégeances et au rasage des princes. Le quatrième roi de l'organisation de la fraternité Ogboni au Bénin est intronisé. C'est l'empereur mondial lui-même qui a dirigé la cérémonie. Moment de liesse pour les membres de la fraternité. Guillaume Avienou-Brice renvoie pour les détails. Un grand jour pour la communauté Ogboni Aborenji du Bénin. Le guide suprême de cette fraternité qui a vu le jour en 1950 dans le pays vient introniser le quatrième roi de l'organisation au Bénin en la personne de Ogoubiyi Mohamed Moussiliou Abioudou à l'écran.
une intronisation dans les règles de l'art conformément aux dogmes mais aussi aux pratiques d'une fraternité vieille de plusieurs siècles. C'est la tradition. Sans la tradition, Dieu n'existe pas. Je suis mieux placé. Ça veut dire qu'il y a 55 ans que j'ai commencé le travail. J'ai 60 ans aujourd'hui. Mes frères et mes soeurs, je n'ai pas interdit à quelqu'un de ne pas aller à l'église, ni à la mosquée, ni dans le couvent, mais il faut savoir manger dans le couvent pour qu'on ne te donne pas de la sorcellerie qu'on appelle Air France. La fraternité mondiale Ogboni Aborenji compte plus de 6 millions d'adeptes au Bénin et un peu plus de 24 millions dans le monde entier. Sa force, selon ses dignitaires, réside dans sa capacité à détruire les forces du mal, en particulier la sorcellerie. Son guide, l'empereur Adam Abibou Owolobe, considéré comme un réformiste de la fraternité, félicite le gouvernement du président Talon et le Parlement pour avoir institutionnalisé les religions endogènes. Une institutionnalisation grâce à laquelle ces adeptes peuvent désormais s'afficher en toute légalité sur toute l'étendue du territoire national. Je salue l'action des chefs de l'État. Son Excellence, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Passis Talon Guillaume Athanase. J'ai dit et je répète, je prie toujours pour la paix. Ce n'est pas tout le monde qui peut t'aimer. Mais c'est le président de la République. Merci beaucoup que tu as pensé à la tradition, que tu as instauré ça dans notre constitution. Nous, dans Ogboni, on ne fait pas la politique. Nous sommes apolitiques. Tout le président qui est au pouvoir, il est l'enfant du roi, il est l'enfant de l'empereur. Le roi installé a un cabinet de 8 membres dévoués au service du dirigeant. Un cabinet qui devrait préparer le pèlerinage annuel des Ogboni du monde entier qui a lieu le 20 décembre prochain à Savè. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.